Dominique Renard-Brasy, moi j'ai un passé industriel dans l'automobile puisque j'ai passé 17 ans chez Renault, une partie d'ailleurs dans le Nord à l'usine de Douai où j'étais en charge de fabrication, j'étais chef d'atelier en fabrication et puis après j'ai eu un parcours plutôt sur la partie industrielle de l'automobile. Et puis en 2009-2010, en fait, j'ai rejoint le secteur de la construction parce qu'on était venu me chercher. En fait, un promoteur était venu me chercher. Il voulait construire la Logan, en fait, l'équivalent de la Logan de Renault, dans le bâtiment. Il voulait faire mieux ou aussi bien pour moins cher. Et à cette époque-là, en fait, j'ai conçu un programme qui s'appelle Nexity Access Design sur base de hors-site, d'hybridation des matériaux, c'est-à-dire qu'on utilisait les matériaux là où ils étaient le plus pertinents, entre le bois, le métal et le béton. Et puis, on essayait d'avoir de la... Il y a un petit, il y a un petit souci de son ou, Bon, non, c'est bon. Ok. On travaillait aussi la modularisation en fait des bâtiments pour qu'ils puissent s'adapter là où on avait besoin en termes de programmation T2, T3, etc. Donc on essayait d'être très flexible à travers du standard. Et puis j'ai rejoint un constructeur de maisons individuelles ensuite pour participer au plan de transformation de ce constructeur sur base de digitalisation. Et puis en 2019, j'ai monté ma structure pour continuer en fait euh, ce, euh, ce mouvement enfin, pour contribuer à l'industrialisation de la construction, mais d'une façon différente, puisque mon focus maintenant, c'est vraiment le défi environnemental. Et le point de départ sur lequel là, je suis concentrée, c'est la gestion des déchets en économie circulaire. Voilà pour la présentation. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est quelques retours. En fait, c'est un peu mon retour sur finalement l'industrialisation de la construction, comment ça se passe, et particulièrement à travers le prisme du Lean, puisque moi je suis tombée dedans en même temps que le début de mon parcours professionnel, hein, parce que je suis arrivée en fabrication en 93 enfin, chez Renault, et c'était le moment de la transformation Lean de la fabrication. Et donc je suis une passionnée de ce système industriel. Et donc, je vais vous, en fait, donner aussi comment moi je le vois au travers du prisme Lean. Alors, en fait, l'industrialisation de la construction, moi, ce que j'en perçois, c'est que c'est une transformation en deux mouvements. Alors, je vous ai mis la polka parce que c'est une danse à deux mouvements. Le premier mouvement, en fait, il concerne l'exécution, c'est-à-dire que quand on parle d'industrialisation, on se dit on va passer d'un 100% fait sur chantier à on peut aller jusqu'à 100% préfabrication. Donc là, c'est vraiment ce qui concerne l'exécution du chantier. Et là, je vous ai mis des illustrations, c'est-à-dire que le 100% chantier, c'est ce qu'on connaît, la maçonnerie classique, où on vient poser les parpaings sur chantier, les plaques de plâtre, etc., à une vision complète où on a des modules 3D, c'est-à-dire qu'on est en 100% préfabrication, c'est-à-dire que finalement, ce n'est que de l'assemblage après sur site. Et puis des phases intermédiaires. Alors là, j'ai mis qu'une seule image, c'est des salles de bain préfabriquées, mais des murs préfabriqués, ça en fait partie, etc. Enfin, il y a toute une échelle en fait où on peut délocaliser l'exécution hors du chantier. Donc ça, c'est vraiment le premier axe qui concerne l'exécution. Et le deuxième axe de l'industrialisation, il concerne la conception, c'est-à-dire, et là je pense que, enfin, sur le premier axe, on est aussi dans le cœur d'Energy Sprong, hein, mais le deuxième axe, il concerne la conception, et là aussi c'est un challenge pour, je pense, Energy Sprong de réussir à massifier la rénovation. Ça passe par ce deuxième mouvement qui concerne la conception, c'est-à-dire de sortir du 100% spécifique
pour aller vers plus de standards ou plus de modulaire. Alors là, effectivement, il y a une échelle de 100% spécifique à 100% standard, et bien sûr, il y a toute une échelle, qui se construit là-dessus. Là, je vous ai mis une image là de 100% spécifique. Je pense que reconstruire ce bâtiment-là ou réutiliser ce bâtiment, des parties de ce bâtiment-là, ça peut paraître compliqué. À Bocklock, qui construit des bâtiments très standards qui est une émanation d'IKEA et qui construit des bâtiments et des maisons très standards. Et puis au milieu, je vous ai mis une illustration de salle de bain qui se veut effectivement modulaire, c'est-à-dire qu'on assemble des parties pour pouvoir faire un tout. Donc c'est vraiment ces deux mouvements-là qui existent. euh, et pour passer de la construction traditionnelle à de la construction hors site ou industrialisée, c'est bien en fait un double mouvement. C'est-à-dire qu'il faut développer la préfabrication, donc sur la partie exécution, mais aussi concevoir les produits autrement pour qu'ils soient modulaires. Et pourquoi en fait on a besoin de ces deux mouvements-là? Parce que sinon, en fait, on a un problème d'économie. C'est-à-dire que pour que ce soit économique, d'industrialiser la construction, il faut combiner les deux mouvements. Et c'est quelque chose qui est compliqué, qui ne s'improvise pas. Et pourquoi ça ne s'improvise pas? Parce que, en fait, il y a des changements pour faire ça, il y a des changements qui sont nécessaires sur l'écosystème. Donc, dans l'introduction, effectivement, enfin, les mots écosystème sont apparus. Effectivement, les relations entre acteurs ne peuvent pas être les mêmes que dans la construction traditionnelle, puisque à partir du moment où on fait de la conception modulaire ou de la préfabrication, en fait, il faut investir en amont plus qu'en construction traditionnelle. Et il faut, en fait, le schéma de dépense n'est pas le même que sur des schémas traditionnels. Les processus d'achat ne sont pas les mêmes. On ne peut plus être au coup par coup. Donc, il faut avoir voilà, une vision plus massifiée. Et c'est le sujet, et c'est tout le challenge d'Energy Sprong. Développer une approche produit. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, les salles de bain, si on veut aller sur des modules de salles de bain modulaires, ou si on veut aller sur des balcons, par exemple, adaptables à chaque produit, etc., ou des murs, il faut réfléchir à ce produit et qu'est-ce qui peut être standard dans le produit et qu'est-ce qui peut s'adapter. Et les modèles économiques aussi sont forcément différents puisqu'on change la façon de travailler entre acteurs. Alors, ces changements nécessaires, en fait, qui touchent écosystème, processus d'achat, développer une approche produit, les modèles économiques et toute la collaboration entre acteurs, c'est pour ça que moi, je pense, et vraiment, je suis très, très contente qu'il y ait comme ça une table ronde autour de la construction Lean. Je pense que la construction Lean permet de répondre totalement à ces challenges-là et à cette nouvelle façon de travailler dans la construction. Alors, la construction Lean, alors le Lean en général, et particulièrement donc la construction, c'est vraiment un business model différent. C'est un système industriel qui a un business model radicalement différent des autres systèmes industriels, puisque en fait, il a un rapport au client qui est renforcé, et il investit sur le capital humain. En fait, c'est un système qui mise sur le capital humain pour réussir à être performant. Et en fait, j'ai lu récemment un article qui prônait la construction Lean et qui présentait ça comme un système magique parce qu'il y avait des outils merveilleux, etc.
Et en fait, enfin, cet article-là m'a fait bondir, mais est-ce que c'est tout sauf le coup de baguette magique, le nouveau système magique qui va réussir à révolutionner, etc. C'est pas en fait une boîte à outils magique. C'est vraiment en fait une façon de concevoir le business qui est radicalement différente. Et je voulais juste la profiter, parce que le temps est assez court, mais pour expliquer pourquoi c'est radicalement différent, mais que ça vaut le coup, en fait, de vraiment investir dans la connaissance de ce système industriel pour pouvoir relever les challenges qui sont nécessaires là, pour réussir à massifier et à changer la donne sur la partie rénovation et sur la partie construction. En fait, le Lean, c'est un cadre d'apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte à outils magique avec des outils qui sont très très bien faits pour réduire les coûts. C'est un cadre d'apprentissage où à l'intérieur, les personnes vont améliorer et apporter beaucoup plus de valeur pour le client. Donc ça, c'est le temple vraiment schématisé de Toyota qui résume le système industriel Lean. C'est-à-dire que vous avez le toit qui est le focus sur le client. C'est-à-dire que le but de votre entreprise, c'est d'apporter de plus en plus de valeur à votre client. Donc, généralement, les business models Lean sont des business models à faible marge, mais avec beaucoup de clients. Donc, c'est pour ça que Energy Sprong, enfin le fait que Energy Sprong s'intéresse au Lean me paraît particulièrement pertinent puisqu'on parle de massification. Donc, mais chaque client dans le système Lean est important et doit être soigné. C'est-à-dire qu'on on fait pas des crayons Bic pour tous les clients. On adapte en fait le produit pour son client et on apporte de la valeur pour son client. Mais pour faire ça, on a des fondations. On a des fondations qui sont la stabilité et le standard. C'est-à-dire qu'on va chercher à lisser les charges, on va chercher en fait à avoir des routines et des standards pour en fait mieux utiliser l'intelligence des hommes. Et en fait, ces deux piliers qui sont là, le premier, en fait, il y a dans le système Lean un premier pilier qui concerne le délai et les temps d'écoulement, les plannings, etc. Et ce pilier-là, il y a des tas d'outils. C'est là que interviennent les outils. Ces outils vont permettre en fait de tendre le système, c'est-à-dire mettre en place du juste à temps, diminuer les stocks petit à petit. En fait, c'est un système de challenge sur la partie planning et ça n'a qu'un seul but. Alors, enfin, ça a deux buts. C'est accélérer la production de valeur pour le client, bien sûr. Mais le deuxième but qui est recherché dans le système Lean, c'est de rendre visibles les problèmes. C'est-à-dire que si vous tendez et vous challengez votre système industriel, vous allez rendre visibles les problèmes et donc avoir l'opportunité de les régler. Et en fait, c'est ce que fait Toyota sans cesse, c'est qu'ils challenge sans cesse leur planning pour rendre visibles les problèmes. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans les années 90, quand les Européens sont allés, les Occidentaux sont allés regarder ce qui se passait chez Toyota, parce que les résultats étaient absolument extraordinaires, ils sont revenus en disant zéro stock, c'est ça le coup magique, c'est zéro stock. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que chez Toyota, il y a des stocks, sauf que le but, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de les réduire au maximum pour rendre visibles les problèmes. Et on rejoint le deuxième pilier, qui est ce qu'on appelle le JIDOKA, et qui est je vais résoudre les problèmes et je vais apprendre aux gens à résoudre les problèmes. Donc là aussi, il y a toute une boîte à outils pour apprendre à résoudre les problèmes. Et il y a des routines, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une discipline de résolution de problèmes qui est mise en place
pour mieux comprendre les difficultés profondes et savoir s'adapter. Et là aussi, j'ai un deuxième exemple, Toyota. Toyota a eu à un moment donné un fournisseur. En fait, il avait un seul fournisseur pour une pièce critique et ce fournisseur a brûlé. Et en fait, ils étaient tellement entraînés à résoudre des problèmes parce que tous les jours, ils résolvent des petits problèmes, etc. Et c'est dans leur culture industrielle, tant en interne qu'en externe, c'est-à-dire qu'avec leurs fournisseurs, sans cesse, ils résolvent des petits problèmes. Et ils étaient tellement entraînés qu'en 5 jours, ils ont réussi à mobiliser d'autres fournisseurs de pièces pour mettre en place, en fait, pour redémarrer la production avec ces fournisseurs-là et redémarrer, en fait, la production des véhicules. Et, euh, et ça, chez Renault, dans l'automobile, ça, enfin, moi, j'ai été aux achats, on était incapable de faire cette performance-là. C'est-à-dire ces 5 jours pour redémarrer tout un système industriel suite à un incendie, on aurait été incapable de le faire. Donc, c'est bien par l'entraînement et cette routine qu'on arrive à progresser. Et dernier slide, en fait, le Lean, donc c'est ce système de protissage. Et ce qu'il faut comprendre, enfin, ce qu'il faut intégrer, c'est que, et ça, en fait, c'est une devise de chez Toyota. En fait, c'est les bonnes personnes qui font les bons produits. Et ils misent, en fait, donc il y a pas mal de boîtes à outils, organisations, méthodes, etc. qui existent. Et c'est souvent par ça qu'on aborde le Lean. En fait, la pierre principale du Lean, elle se situe sur les relations entre les acteurs, que ce soit les relations entre partenaires industriels, les achats, etc., et les relations entre personnes à l'intérieur. Et c'est là-dessus, en fait, qu'est mis le focus du Lean. Et ce système-là est assez particulier pour ça et assez différent de ce qu'on peut connaître, en fait, en système industriel occidental. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est le fruit, en fait, de ce que j'ai compris, en fait, du Lean depuis le début de ma carrière. Et voilà, je vois Alain. Oui, merci, merci Dominique. Merci, c'est super clair. On a une deuxième intervention qui est celle du professeur Zuber Lafage, qui lui aussi va avoir 10 minutes d'exposé pour après un quart d'heure de questions-réponses, si vous voulez bien. Oui. On va effectivement avec Zuber, on est ravis de participer et je pense que Zuber parlera de ce qu'on est en train de faire avec l'Institut français de la construction Lean. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la région de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Zuber Lafage, je suis professeur à Centrale Lille. Et cette présentation, en fait, est le fruit de beaucoup de travail, entre autres avec M. Alain Mossman, qui est spécialiste du Lean et qui est actuellement en Angleterre. Je vais essayer de faire je vais faire une introduction. Pourquoi est si important après la Covid-19, les avantages de la construction modulaire. On s'est partagé en fait le rôle avec Dominique. Le prérequis et les bénéfices tirés, étude des cas des success stories. J'ai insisté pour que ce soit uniquement des exemples européens. Les exemples de la construction modulaire au niveau asiatique ne parlent pas beaucoup en termes de pédagogie. Et donc, je me suis efforcé pour vous donner quelques exemples au niveau européen. Puis, il y a des recommandations et une vidéothèque et une bibliographie. Et la présentation, elle est à votre disposition si vous voulez creuser en fait ce sujet-là juste après. Donc, le but de cet échange ici, c'est d'examiner les avantages de la construction modulaire, de la préfabrication dans la construction et d'analyser les étapes permettant de bénéficier de tous ces avantages. Donc, le process débute avec la passation de marché, avec les clients. J'ai insisté beaucoup sur cette notion du client qui est assez importante. On va intégrer une méthode collaborative. La notion de collaboration, elle est fondamentale dans mon sujet. Elle a été bien évoquée par Dominique. Les outils, d'accord, les logiciels, d'accord, mais c'est la méthode de collaboration qui est vraiment la plus importante.
et qui associe toutes les parties prenantes d'un projet de construction, et en particulier, on associe automatiquement dès le départ les clients. C'est un changement culturel assez important. Ces processus collaboratifs, il doit être continu le long du projet, transparent et égalitaire, ce qui n'est pas le cas de la réalité actuellement. Donc, un changement de culture assez important en termes de transparence et d'égalité. Le principe est on va monter en compétence pour toutes les parties prenantes, et le moteur de cette réussite, deux éléments importants, la discipline et l'exigence personnelle, l'exigence au niveau de l'entreprise, l'exigence vis-à-vis de son client. Donc, je vais donner quelques exemples de projets de construction modulaire à travers le monde. Je vais essayer de la pertinence de cette nouvelle vision du marché de la construction, et la présentation va se terminer par une analyse fine des changements induits par la construction modulaire. On parle de construction modulaire, mais je ne parle pas de préfabrication. On peut utiliser les termes hors site, hors site. Ce sont des termes d'une manière générale. Le mot académique, ça reste quand même la construction modulaire en 2021. Donc, quel est le sujet en fait? Les termes les plus importants pour moi, les avantages de la modélisation et de la préfabrication sûre, rapide, écologique et performant. Je vais essayer de les détailler. On va déplacer les emplois et les métiers. Je parle bien des emplois et des métiers, pas uniquement des emplois. C'est un élément important à intégrer. Du chantier à l'usine ou bien à l'entreprise. Les objectifs, c'est d'améliorer la productivité. Et quand je parle de la productivité, pas uniquement la productivité des ouvriers, la productivité des middle management également, et la productivité de tout le process. Professionnaliser la main-d'œuvre nécessaire au projet sur le chantier, réduire la demande pour certaines compétences difficiles à trouver, augmenter en compétences pour certaines tâches et diversifier les tâches. Quelques exemples: améliorer les conditions de travail et les conditions sanitaires pour une meilleure qualité, pour la rétention des compétences. Il n'est pas normal d'avoir quelqu'un de très compétent qui quitte l'entreprise. Il y a vraiment un problème. C'est vraiment une question fondamentale de management d'entreprise s'il y a quelqu'un de compétent qui quitte l'entreprise. Ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels nous insistons. Pour créer de nouveaux emplois ou des métiers pour les travailleurs des industries en déclin comme l'automobile et l'aéronautique. On avait vraiment des stratégies assez importantes dans certains pays où la construction et l'automobile sont associées. On voit par exemple Toyota qui construit des maisons. Réduire les bruits sur le site pour plus de calme pour ceux qui travaillent à domicile. La réduction des bruits devient essentielle sur les chantiers et devient essentielle pour les citoyens et pour les donneurs d'ordre. Et vraiment, ce sont des éléments à mettre en évidence dans les prochaines années. Il y a beaucoup de travaux de recherche sur cette partie-là. Quand je dis recherche, des recherches industrielles. Réduire les retouches et le retravail. On a mesuré le retravail dans la construction, ça veut dire faire la chose, remplacer, refaire une deuxième fois, une troisième fois. À 30%, on retravaille dans la construction. C'est juste inacceptable. C'est quoi le retravail? C'est tout simplement qu'on n'a pas passé du temps dans la conception, qu'on n'a pas réfléchi avant, qu'on n'a pas discuté davantage, qu'on n'a pas collaboré, qu'on n'a pas regardé ce qui se passait avant. Le retravail dans la construction, c'est 30%. C'est juste de la perte. Qui paye ça? C'est souvent les clients qui payent ce retravail. Le client paye le problème de la non-organisation, de la non-gestion, de la non-réflexion, et de toutes ces actions-là, c'est le client qui paye. Donc, il y a vraiment une réflexion assez importante sur le retravail. Plus sûr, travail mieux planifié et assuré, planification. Travail mieux sécurisé en usine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le taux d'incidents et les accidents et le nombre de morts sur les chantiers. Les conditions météorologiques entraînant moins de retard, meilleure gestion du travail par le personnel lui-même, c'est plus rapide. Moins de déchets et plus facile à gérer en usine. Organisation de travail mieux réfléchie en termes de durabilité. Et décarbonisation et assemblage et utilisation. C'est pour la mission plus verte. Plus performant, la qualité est meilleure. Il est plus facile de créer de la qualité dans une usine que sur un chantier. Les connexions sont mieux conçues et des tolérances sont plus précises. On ne parle plus de tolérance de quelques centimètres, là on parle de millimètres. Changement radical. Quels sont les prérequis et bénéfices? Nécessité d'une action concertée. C'est vraiment une nouvelle réflexion au niveau de la construction. Une bonne planification tout au long du processus. Pour cela, il y a vraiment plusieurs éléments importants. Les marchés publics, dans la conception, dans la fabrication, dans la logistique de chantier et dans le montage et la connexion.
et en matière d'exploitation et de la maintenance. Ce sont vraiment des éléments qu'on a du mal à avoir dans la construction. Et par contre, dans la construction modulaire, c'est vraiment des éléments essentiels. Ce sont des éléments également qu'on ne trouve pas dans les formations d'ingénieurs ou bien en génie civil en France. Donc, il y a un changement radical dans la formation, dans les formations dans les universités et les écoles d'ingénieurs pour que ces compétences de conception, de logistique sur le chantier, de montage de connexions soient intégrées dans la formation, que l'ingénieur ou l'ingénieur qui va travailler dans le domaine de la construction soit déjà formé à la logistique, au montage, à la connexion, à la maintenance, à l'exploitation et à cette analyse fine de son métier. Exploitation et maintenance, je vais aller rapidement. Les prérequis impliquent des opérations du personnel dans la conception et une nécessité de collaboration. Le mot collaboration, ce n'est pas uniquement oral, on va collaborer, on va expliquer. Il y a des méthodes spécifiques scientifiques qui ont été qui ont montré leur force et leur pertinence. Ce n'est pas uniquement on va se réunir sur un bureau et on va collaborer ensemble. C'est vraiment, il y a des méthodes scientifiques qu'il va falloir se former et l'appliquer. Pour la partie exploitation, spécification des attentes de l'installation et de son jugement numérique, le digital twin, ce sont des éléments importants et on a toute une théorie de Raphaël Sachs qui est vraiment extrêmement intéressante à creuser si vous voulez aller plus loin. Aide à la spécification des installations et les modules peuvent être entretenus ou échangés. Montage et connexion. Utiliser un système de gestion de production. Il y a plusieurs systèmes. Ça, c'est parmi la partie outils. Le Last Planner System a fait ses preuves. Le montage, la connexion, la mise en service et la conception. Utiliser également des outils qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l'industrie, mais l'appliquer dans la construction comme le tact planning. Il ne faut pas prendre les systèmes existants et les appliquer tels qu'ils sont. Il faut vraiment avoir cette culture générale de ce que c'est la construction modulaire. Et j'insiste sur la notion de collaboration avant d'appliquer le tact planning, par exemple. Mais sachez qu'il y a des outils qui vont faire leurs preuves. Gardez toujours en tête quelque chose de très important. On va parler par exemple des prérequis. Vous avez ici le cycle de temps et la capacité d'utilisation. J'insiste sur cet élément-là. Vous devez activement vous assurer que vous n'utilisez pas trop les capacités. Ça, c'est un élément important qu'on a remarqué en fait dans la construction. Quand vous disposez, si vous surutilisez la capacité, votre temps de cycle augmentera et vous perdez des avantages. C'est essentiel, j'insiste sur ce slide. Vous devez activement vous assurer que vous n'utilisez pas trop les capacités. Il faut savoir gérer, il faut savoir manager les capacités dont vous disposez. Si vous surutilisez ces capacités-là, votre temps de cycle augmentera et vous perdez des avantages. Donc, il va falloir vraiment réfléchir, passer du temps pour la réflexion et l'utilisation en fait, des capacités. Au niveau de la logistique, la nécessité, c'est une logistique qui n'est pas du tout intégrée dans les formations actuelles. Donc, nous, on est en train de le faire au niveau des formations en France et on essaie de la disséminer. Livraison juste à temps, ce sont des technologies, Dominique en a parlé du GET. La collaboration, et puis les matériaux et les fabrications arrivent juste à temps, mais dans le bon ordre. Il ne suffit pas d'arriver juste à temps, il faut arriver dans le bon ordre. C'est de l'ordonnancement, ce sont des technologies, ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves et tout doit être synchronisé avec la construction sur site. Les informations à temps réel, le taux de production convenu et planifié pour toute l'équipe, par plus de production dans la construction modulaire et dans la construction ligne que de la gestion. C'est plus de la production que de la gestion. Les outils de formation actuellement, ce sont des outils de gestion en France, mais les vrais outils sur lesquels la construction doit être formée, ce sont des outils de production et non des outils de gestion. Donc vraiment une nouvelle manière de voir. Une gestion d'utilisation des capacités dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la conception, il y a plusieurs outils assez intéressants. La DFAMA, la collaboration toujours. Une première tâche consiste à comprendre ce que les clients veulent. Ça me paraît essentiel. Ce n'est pas dans la culture. Réaliser une conception pour la fabrication et l'assemblage. L'assemblage est très important. Inclure dès le départ les fabricants, le constructeur principal, l'assemblage clé et les équipes d'opération et de gestion de marché. Utiliser la conception de la valeur cible. Ce sont de nouvelles technologies assez intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous former. On a des formations pour ça. Le TVD, Target Value Design, très intéressant. La conception basée sur les assemblages et la construction de jumeaux numériques. Et puis, la numérisation totale. Et quand on dit la numérisation totale, ce n'est pas la numérisation non humaine. Donc, il va falloir vraiment réfléchir avant de digitaliser et numériser.
Marché public. Deux choses intéressantes peut-être à retenir sur le marché public, la passation de marché, la production, la simplification des démarches pour la réalisation. Ça, tout le monde en parle. Implication précoce du constructeur. Tout le monde comprend ce que veut le client. Inciter les membres clés de l'équipe à collaborer et à se faire des défenseurs du projet. Ça, Fischer, c'est à Stanford. Et utiliser la passation des marchés publics en collaboration. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas si elle est très connue en France, le FAC, c'est Framework Alliance Contract. C'est utilisé au niveau européen, mais je n'ai pas entendu parler en France que ce type de Framework Alliance Contract sont utilisés. Ce sont des alliances d'exécution intégrée des projets qui sont très promoteurs en termes de vision de marché au niveau de la construction modulaire. Le concepteur obtient des informations de tous les membres clés de l'équipe, fabricants, assemblage et opérations clés des équipes de gestion de la chaîne logistique afin d'exploiter les compétences et les connaissances de l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je termine. Il faut, à mon avis, à mon humble avis, un niveau élevé de collaboration, un changement de culture, un changement radical dans la manière dont nous gestons la construction si nous voulons en tirer les avantages de manière cohérente. Exécution des projets intégraux, le FAC, conception de la valeur cible et construction numérique. Quelques exemples, je vais aller rapidement. Hôtel Jakarta à Amsterdam. Ouais. Je ne vais pas en parler, je vais passer les slides. Ils vont les utiliser après. Construction des maisons panneaux dans le Jump Factory. East Village à Londres. Je ne vais pas la passer. Progression de l'assemblage. Projet Crossrail Londres Elizabeth Line. Plus sûr, ça j'en ai parlé. Point clé. Plus vert, plus performant. Conclusion, je termine. Collaborer, collaborer, collaborer. Numériser, numériser, numériser. Une numérisation non humaine, non humaine, pensez-y vraiment. Passer du BIM au Digital Twin. Et puis vous avez toutes les vidéos, lecture complémentaire, si vous avez tous les articles. Et l'Institut français de construction Lean qui a été créé, qui permet en fait d'aller plus loin de tous les acteurs de la construction Lean en France. Voilà, merci. Merci. On va passer à un temps de questions-réponses, si vous voulez bien. Première question. Le sujet est assez large, on va plus loin. C'est très condensé. On pourrait passer la journée, même sans doute la semaine. Est-ce qu'il y a des premières questions? Il y a un vrai sujet autour du marché public. Étant donné que justement, on l'a vu, on avait un peu de tension sur les approvisionnements des matières, ce genre de choses. Et que quand on construit en hors-site, dans les calendriers des marchés publics, ce n'est pas forcément encore bien intégré le fait que tout doit être préfabriqué avant. Et du coup, on reçoit le marché et en gros, il faut mettre en construction à peu près 2 mois plus tard. On a à peu près 4 mois de délai de fourniture de matériaux. Et du coup, il y a des gros problèmes de corrélation là-dessus, des problématiques d'achat aussi, parce que le marché public, avant d'être payé en même temps, demander la matière première, et aujourd'hui, le gros frein en développement du management, je trouve que c'est justement dans la commande et avec le client, mettre d'accord pour savoir de quoi on parle. Si on veut vraiment gagner du temps sur le chantier et à l'exécution, il faut aussi que tout le monde ait conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur. Oui. Aujourd'hui, c'est un vrai frein. Dominique? Oui, mais là-dessus, effectivement, ce sujet-là, il existe. Sur la partie marché public, je suis assez d'accord. On peut
enfin, c'est un frein qu'il faut prendre en compte. Et il y a des moyens en fait, il y a des moyens de le surmonter, mais en étant plutôt en conception-réalisation, plutôt que effectivement en segmentant. En fait, ce sujet de la segmentation études et puis et réalisation est problématique. Oui. Je confirme. Il y a vraiment un gros travail à faire au niveau public sur cette Mais notion. mais il y a des moyens de travailler effectivement avec les acteurs publics de façon différente. Là, il y avait un avocat qui était intervenu dans le cadre d'Energy Sprong. Je pense que ça vaut le coup, effectivement, peut-être. Il avait fait pas mal de pédagogie sur les possibilités. Ça vaut le coup, effectivement, de reprendre ce sujet-là sur la partie juridique et contractuelle. Ouais. Mais c'est un vrai. Mais en fait, enfin, vous mettez le doigt sur un vrai frein, c'est-à-dire que il faut que tous les acteurs s'alignent pour que ça marche. Hein. Mm. Jumeaux numériques, c'est une bonne. Jumeaux numériques. Jumeaux numériques. Ah, d'accord. Tu veux aller. Hubert. Le jumeau numérique, c'est. Vous voyez le BIM? Le BIM, c'est une plateforme d'échange numérique de toutes les données et qui est censée être collaborative. D'accord? Qui ne fonctionne pas vraiment très bien. Le jumeau numérique, il faut dire les choses telles qu'elles sont en fait. Hein. Puis tout le monde n'est pas formé au BIM. Les grands acteurs, ils ont des cellules BIM, mais la masse générale en France, elle n'est pas du tout encore à jour au niveau du BIM. Et puis au niveau pratique, ce n'est pas encore vu comme un outil de collaboration ou bien une plateforme collaborative de BIM, collaborative au niveau de toutes les parties prenantes au fait d'un projet. Le BIM reste statique. Le jumeau numérique, il faut que le chantier ou bien l'œuvre soit vraiment dynamique en termes d'information. C'est-à-dire le jumeau numérique, vous avez une plateforme numérique, c'est du BIM, mais online. C'est-à-dire toutes les informations, vous les voyez, c'est vraiment dynamique. Vous voyez toutes les informations au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire, imaginons, on va construire ce siège de la région, il est numérisé, il est construit déjà en termes de numérique, mais au moment de la construction, on a des capteurs, on a toutes les informations qui sont au fur et à mesure et qui permettent en fait de le voir en visualisation. Souvent, si c'est une équipe comme une tour de contrôle en fait au niveau de l'aéronautique, qui est constituée par toutes les parties prenantes, pas forcément l'architecte, mais toutes les parties prenantes, et réagit au fur et à mesure au niveau des informations en temps réel, j'insiste bien en temps réel, sur cet aspect-là. Toutes les recherches industrielles vont dans cette notion de jumeau numérique. C'est le cas en aéronautique depuis des années, parce qu'ils sont toujours en avance. C'est le cas également dans le domaine pétrolier, parce qu'ils ont aussi les moyens, et c'est très important d'avoir le jumeau numérique au niveau des forages. Ça commence à rentrer dans la culture de la construction en parlant et en travaillant sur le jumeau numérique. Il y a plusieurs études, il y a plusieurs actions qui sont dans ce domaine-là. Alors, il y en a qui le font réellement, il y en a qui annoncent qu'ils font du jumeau numérique, mais ils ne font rien. Mais il y a quand même des équipes assez spécialisées dans ce domaine-là, dont, entre autres, Raphaël Sachs, il est un des pionniers de ces thématiques. Il y a beaucoup de travaux de recherche industrielle. La différence, c'est le online, pour simplifier un peu. Et on visualise tout, en fait. Oui, juste une question. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir insisté vraiment sur la collaboration. Pour avoir fait ce projet, j'insisterai sur la coopération. Pour l'attacher à la sémantique, la collaboration est vraiment donnée par l'organisation. J'encourage les entreprises qui rentrent dans l'énergie de s'organiser en groupement. Ce n'est pas si simple. Comment on fait dans la vraie vie pour constituer un groupement? C'est Franck Richard qui intervient. Est-ce que tu veux bien partir avec moi? Mince. Qui intervient sur le groupement chez Énergie Sprong. Un des enjeux d'Énergie Sprong, c'est de pouvoir apprendre, je pense, à coopérer
avant de sorte et dans la durée. Parce que la coopération est donnée par le don, la collaboration est donnée par l'organisation, la coopération est donnée par le don. Le projet qu'on émerge du fond, on doit être en capacité de s'organiser, de budgéter aussi du temps pour être performant dans la précondition des éléments. Et ça, c'est très, très important. Quand on fait des marchés publics classiques, voilà, c'est toujours au dernier moment, mais c'est comme ça que ça marche, et on n'arrive pas de belles choses. En même temps, dans l'énergie Pong, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à collaborer, donc, mais aussi à coopérer dans la durée. Oui. La deuxième chose, j'insisterai sur les mots exploitation maintenant. Ça me fait toujours une caractéristique négative et une élévation du rythme cardiaque, parce que exploitation maintenant, c'est un ancien terme qui veut dire des choses. Je préfère moi-même employer le terme de garantie de performance et garantie de performance d'usage sur la durée du bâtiment. Ça veut dire que ce bâtiment doit être aussi agile, doit être aussi désirable, doit être aussi abordable, en capacité d'organiser l'usage sur la durée. Et donc, de fait, on va devoir entretenir les systèmes, etc. Mais pour moi, l'entretien, maintenant, sur l'exploitation, n'est qu'une conséquence de cette garantie de performance. Et si on arrive à lier vraiment la partie conception en amont, la partie construction modulaire, qualité, délai, et on va aller vers cette qualité d'usage optimale dans la durée. Donc voilà, je pense que la garantie de performance, c'est dans l'énergie de fond, la garantie de performance est vraiment là. Ça va bien au-delà de l'exploitation. On utilise les termes exploitation maintenant pour être, en termes de pédagogie, assez percutant. Parce que si on utilise les termes d'usage, sur le terme d'usage ou le terme de fonctionnalité, moi, à titre personnel, j'ai discuté avec plusieurs entreprises et de très haut niveau. Ils confondent usage et fonctionnalité, ils ne comprennent pas c'est quoi usage, ils transmettent le terme usage à tous leurs collaborateurs, tout le monde répète la même chose et personne ne comprend ce que c'est. Donc tout le monde me dit dans toutes les réunions, il faut qu'on trouve des usages, des cas d'usage, et ils ne comprennent même pas ce que c'est. C'est vraiment, ils sont obnubilés par cette question-là. À un certain moment, il va falloir vraiment dire les choses simplement pour que ce soit vraiment bien expliqué. Sinon, moi, j'aurais pu parler même de facilité de management. C'est vraiment un autre terme qui est encore plus destiné à des académiques ou bien à des grandes entreprises qui sont spécialisées dans des unités comme ça. Mais je suis complètement d'accord avec vous sur le contrat de performance. Ça, c'est un élément important. Je rejoins ce que vous dites par rapport à la question sur le jumeau numérique. Je prends l'exemple au niveau de la construction. Quand vous achetez une voiture et vous avez un problème dans votre voiture, vous prenez le téléphone et vous appelez les services après-vente et vous avez une réponse automatique. Quand vous achetez une machine à laver, vous avez un problème, vous téléphonez à partir et vous avez quelqu'un. Quand vous avez un chantier qui se termine, téléphonez à quelqu'un, vous trouvez qui va vous répondre, personne ne vous répond, tout le monde dit qu'il n'y a personne. Cette notion de terminer un projet, de terminer un chantier, personne n'est là, tout le monde se barre juste après le chantier, quoi. Et personne n'est responsable de ce qu'ils ont fait. Le jumeau numérique, les dynamiques, permet au moins d'avoir cette nouvelle relation avec les clients, le chantier au garage va vraiment rester, c'est vraiment un élément important. Ça, c'est le post-chantier. Le pré-chantier, quand vous demandez à des personnes vraiment avisées dans le domaine de la construction quel est le coût des pré-chantiers, personne ne vous répond parce qu'ils ne mesurent jamais le coût des pré-chantiers, avant même d'avancer le chantier. Le coût de la circulation, les problèmes induits aux citoyens, sur le bruit, sur la circulation, sur les potentielles maladies, sur les handicaps et des choses comme ça. Tout ça, ça n'a pas été calculé. Il y a quelqu'un qui paye à la fin, en fait. Et ça sont des éléments de pré-chantier, de post-chantier, qui sont, on est en train d'étudier au niveau recherche pour mesurer du coût, pour mesurer les choses, pas pour dire, oui, je crois que c'est comme ça, et on a quelques informations. La partie jumeau numérique nous permet peut-être d'aller vraiment travailler sur le long terme, de dire, par exemple, cette pièce-là, elle est numérotée, vous téléphonez, tout de suite on vous répond que changer telle lampe c'est vraiment facile et il suffit de prendre tel numéro, ce qui est le cas dans l'automobile. Hein. Demandez à un mécanicien au niveau de l'automobile, il vous dit ouvrez, regardez le numéro, vous lui donnez le numéro, il a toute cette arborescence qui existe. Cette notion d'arborescence, n'existe pas dans la construction. Demandez, vous êtes dans votre maison, vous avez un problème, pas de référence, il n'y a pas d'arborescence, il n'y a personne qui peut remonter jusqu'à la valeur ou bien l'élément sur lequel vous pouvez changer. Donc, tout ça, c'est quand même une nouvelle culture qui est vraiment très intéressante. C'est pour les clients, c'est pour le coût,
c'est pour la qualité, c'est pour aussi la confiance. Moi, je connais beaucoup de monde qui ont de l'argent et qui veulent investir, mais ils n'ont pas confiance. S'il n'y a pas de confiance pour investir, pour changer sa salle de bain, moi le premier, je n'ai pas envie de changer ma salle de bain, je sais que ça sera en retard, je vais reculer au maximum possible, je sais qu'il va y avoir de la poussière, je sais qu'il va y avoir de gros problèmes. La confiance, elle est quand même assez importante quelque part. Ouais. Et j'ajouterais, pour rejoindre la première question sur la collaboration, et à l'apprentissage de la collaboration, qui est effectivement quelque chose qu'il faut intégrer pour réussir à massifier et à changer de culture industrielle. En fait, ce qui est et ce qu'a très bien compris le Lean, c'est que les adultes n'apprennent que par l'expérimentation. Donc c'est pour ça que le Lean introduit en fait cette partie résolution de problèmes et ces routines de résolution de problèmes, parce que les adultes n'apprennent personnellement que par l'expérimentation. Donc, et le sujet de la collaboration et c'est un sujet sur lequel il faut effectivement, comme le disait la personne qui a posé la question, il faut apprendre à collaborer autrement que ce qui est fait aujourd'hui et à vraiment collaborer. Effectivement. Et partager, je rejoins ce que disait aussi Zuber, c'est partager de la donnée, partager voilà, de l'information, ça construit la confiance et ça permet en fait d'avoir des fondamentaux de collaboration. Alors, une dernière question. Oui, merci, Michael Rousseau, de Construction. J'ai fait effectivement votre présentation qui est très axée sur la construction et plus sur la réhabilitation. Quand on parle de réhabilitation, on parle d'acquisition de l'existant. On a la réhabilité des maisons qui sont toutes différentes, qui ont toute la spécificité, qui ont toutes vécu pendant 50 ou 70 ans. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu dans votre présentation la réflexion sur l'appropriation de l'existant, qui permet ensuite de partir sur une base de conception, on va dire, réalisée. Alors, j'ai vu cette première étape qui me semble être primordiale. Oui. Alors, ça, en fait, moi, pour le coup, c'est ce que j'appelle, moi, l'approche produit. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, avoir une réflexion en amont pour réfléchir sur des produits qui vont peut-être s'adapter à différents types de façades, qui peuvent être différentes, cartographier peut-être les besoins, bien identifier en fait les besoins et concevoir les produits à partir de ça. Et réfléchir à la standardisation et la modularisation par rapport à ça. Mais pour ça, effectivement, il faut une approche produit en amont. Et quand on parle construction, moi j'englobe forcément rénovation et réhabilitation. C'est pareil. En fait, les gens dans la construction disent aussi à chaque fois c'est différent, le terrain est différent, donc je peux pas faire de standard. Moi, j'ai eu des expériences à travers le programme Access Design où vraiment, en fait, on arrivait à faire du standard modulable. Parce qu'on avait une approche produit en amont. Mais ça veut dire qu'il faut déplacer la dépense d'études, en fait, en amont des chantiers et des projets. Et ça, effectivement, si l'idéal serait d'avoir, en fait la cartographie de tous les bâtiments à réhabiliter et puis de pouvoir faire une étude là-dessus. Mais ça, c'est pas. Mais par contre, il y a quand même des typologies ou des choses qui peuvent être faites et sur lesquelles on peut monter des réflexions. Enfin, ça, c'est ma vision. Je suis d'accord à 100%. Voilà. Moi, je n'ai pas abordé ici spécifiquement, c'est englobé d'une manière générale. On n'a pas peut-être déjà 10 minutes pour parler d'un sujet, dire que la construction modulaire, ce n'est pas le plus attaqué, il y a quand même des changements assez importants. En insistant sur les fondamentaux qui sont la collaboration, la numérisation humaine et ces éléments les plus importants, au lieu de vous donner en fait des outils, même si j'ai listé des outils que moi je trouve performants, des personnes que je considère savantes et intéressantes qui partagent des informations que vous pouvez aller plus loin en fait, dans les discussions avec eux ou bien échanger. Ça vous permet d'avoir une méthode, c'est quoi le principe si on veut vraiment aller plus loin.
c'est la collaboration, c'est l'investissement, pas uniquement sur la technologie, mais l'investissement sur les personnes. Ça, c'est vraiment assez important, ça veut dire sur les gens qui travaillent avec vous. Et sur la culture d'entreprise, forcément, vous avez une culture d'entreprise. Ce sont les deux mots-clés. Les culture sont les plus importants. Vous avez une culture d'entreprise, si vous voulez, et la qualité des biens, dans la culture d'entreprise, sans parler tout le temps de qualité, ça veut dire que c'est dans le process, il y a quand même un travail de construction ligne assez important qu'il va falloir faire. Un élément à rajouter, parce que les questions tournent autour sur la partie publique. Un des premiers pays qui a imposé la construction modulaire, c'est Singapour. Vous dites, comment ça se fait que Singapour impose la construction modulaire? Parce que c'est aussi une décision politique. Ce n'est pas forcément uniquement une décision technique ou financière. Vous situez déjà à Singapour aussi. Ils ont fait des mesures. Ils ont trouvé qu'à Singapour, ils ont un problème de productivité. Ce n'est pas parce que vous êtes un pays riche que vous êtes plus productif que d'autres pays. Ce n'est pas vraiment le cas. Le Singapour, il s'avère qu'ils n'étaient pas du tout productifs en termes de classement, malgré en termes de richesse, c'est eux en termes de PIB le plus riche. Ça, c'est vraiment un fait. Comment ça se fait qu'on n'est pas productif sur ce secteur-là qui est assez important? Deux, ils ont en face d'eux plusieurs pays où la main-d'œuvre est abondante et pas chère. Comment avoir vraiment une stratégie emploi-métier, qualité, pour justement s'affranchir de cette arrivée massive au niveau ouvrier. Donc, ils ont quand même fermé les portes, en fait, quelque part, à des arrivées comme ça, pour miser sur les emplois dans les entreprises, dans les usines, et les former au maximum possible et monter en compétences. Il y a aussi un aspect politique derrière, au niveau public, qui est assez important, en fait, en termes de stratégie. C'est pas uniquement c'est pas uniquement un secteur de la construction, c'est tout, quoi. Et n'oublions pas aussi que la construction, elle est, je pense, restera toujours un ascenseur social aussi. Elle joue un rôle dans la société qui n'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire qu'il faut aussi le revendiquer, il faut aussi être fier que c'est un ascenseur social. Dans le côté ascenseur social, pérenniser les emplois et les métiers, monter en qualité et en compétences, il y a un équilibre à trouver, mais on ne peut pas le trouver tout seul. C'est quand même des échanges, des partages, des discussions assez importantes qu'il va falloir faire. Merci. Merci, Hubert. Merci, Dominique. Merci, Hubert. C'est bon pour toi. Tu restes pas loin parce que tu veux. Je reste un peu, puis après. Et puis, je te laisse la main. Merci à tous les deux. Alors maintenant, on va faire un retour d'expérience plutôt d'entreprises qui ont testé le Lean en fait. Qui ont pris ce pari de tester le Lean parce qu'on a vu que c'est quand même pas facile. Mais donc je vais appeler Laurent Chiqueño, Arnaud Delobel, Sébastien Fournier et Romain Chouerman. Voilà. Voilà. Alors, on va faire passer les petits mots pour le Covid. Alors, la première question que je vais vous poser à chacun d'entre vous, c'est est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et qu'est-ce qui vous a poussé à adopter le Lean dans votre entreprise ou sur certains chantiers? Vous avez le micro, Romain. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Romain Chouman, je travaille pour Robotiel Construction, une entreprise générale assez classique finalement, qui a fait un tournant sur l'industrialisation il y a une dizaine d'années par l'investissement dans une entreprise de construction modulaire, un investissement qui n'a pas bien en Et puis, on participe à l'aventure Energy-Strong depuis le début. Et dans le cadre de ces marchés de réhabilitation site occupé, aujourd'hui, le Lean est une des seules techniques de management qui nous permet de tenir nos engagements, notamment pour limiter les interventions au maximum dans la partie site occupé réellement à l'intérieur des réseaux. Donc, voilà réellement pourquoi le Lean se développe chez nous. Il est arrivé par ce biais, la réhabilitation thermique. Et ça fait à lui petit à petit, on va dire que les convertis ne peuvent pas changer de méthode. Et voilà, ça s'étend, ça va être très construction neuve.
Il y a possible de tester la construction modulaire quand on est un peu plus dans nos bases. Bon, on va passer à Arnaud, peut-être. Bonjour à tous, donc Arnaud Lebel, moi j'ai cofondé l'entreprise ActivePy. Nous on fait de la préfabrication hors site de modules au bois avec isolation en boîte de paille. Le lean management, en fait, on vient de créer l'entreprise. On a des problématiques qui sont bonnes parce qu'il y a beaucoup de marchés à répondre et à construire rapidement. Et du coup, par rapport à un outil industriel qu'on avait dimensionné pour un marché X, qui s'avère être beaucoup plus important que ça, on a des grosses problématiques de gestion de production, de logistique. Et du coup, tout est à réfléchir à chaque fois le plus en amont possible. Donc nous, le Lean, c'est la conception du bâtiment jusqu'à la pose. Et en fait, on va produire le premier caisson qu'on va fabriquer, va être bien particulier et bien défini par rapport à au premier qui sera assemblé. Comment on va charger le camion dès la sortie de la ligne de production. Donc on n'a pas de stock tampon. Il y a juste un camion, c'est une plateforme qui attend. Le transporteur les met à disposition pour 1, 2, 3 semaines. On charge le camion en direct. Une fois qu'il est plein et que le chantier est prêt à recevoir, on expédie et on fait tourner comme ça les différents camions. Et c'est vraiment cette logistique des flux continus pour éviter d'avoir en fait à déplacer deux fois la même chose et optimiser à chaque fois le process pour que notre ligne de production, qui n'avait pas été forcément dimensionnée par rapport au marché auquel on fait face aujourd'hui, puisse continuer d'être performante. On a la chance d'avoir une nouvelle entreprise. Du coup, on n'a pas de gens à éduquer ou transformer ou à habituer à des nouvelles pratiques, étant donné qu'on a démarré comme ça. Moi, c'est Sébastien Fournier. J'ai créé l'entreprise TechOff il y a 3 ans. En fait, moi, j'ai une expérience de plus de 20 ans dans la préfa, dans les salles de bain préfa, les techniques, les pierres et les réseaux. Et j'ai créé il y a 3 ans TechOff pour faire le lien entre les usines et le monde du site. Parce que j'en ai marre de faire rentrer des ronds dans les carrés. C'est faire de la salle de bain préfa dans un environnement qui n'est pas du tout. Pas du tout fait pour. Et donc, l'idée, c'est de créer des écosystèmes. Aujourd'hui, mon job, voilà, c'est de créer des écosystèmes pour qu'on puisse faire avancer la construction. J'ai pris l'exemple camping-car, petit van, j'aime bien partir le week-end en petit van, et quand vous achetez un van, il est bien équipé, bien fini, tout va à sa place. Et pour faire l'image parallèle du bâtiment, il faut surtout pas ouvrir le moteur, parce que ça déborde de partout. On n'a pas de moteur qui est décollé du début, parce qu'on a besoin de tout les banquettes n'ont pas les unes à côté des autres, on veut mettre le volant à droite parce que ça fait plaisir au ouvrage, et ainsi de suite. En fait, ça roule, mais il ne faut pas regarder parce qu'on fait comme d'hab, et en fait, c'est un gros bordel. Et la révélation pour moi, c'était de faire une formation ligne. En fait, il y a 3 ans, j'ai entendu parler de ligne, mais je suis allé à l'école POP, une école qui mixe à la fois la théorie et la pratique. Et là, c'était une grosse claque dans la figure, parce que dans la promo, j'étais le seul du bâtiment, j'étais client des chantiers d'Atlantique, chez Airbus, chez Rémi Martel et tout ça. Les problématiques, c'est. Moi, je suis Rémi Martel, je fais 18 minutes des jours, et mon problème, c'est le changement d'outil pour passer du jean à l'avocat. Moi, les chantiers d'Atlantique, je fais des bateaux 350 mètres de long, j'assemble des caissons de 50 mètres au millimètre près, je fais 6 cabines en 18 mois. Dans le bâtiment, moi, le lundi, j'ai le plateau, le mardi, il est montant. Le mercredi, la pieuvre. Le jeudi, le mec qui vient pour monter, il vient, il n'a pas le bon plan parce que personne n'a fait de synthèse. Le vendredi, il va péter, puis il revient le lundi d'après pour se rendre compte que ce qui a été livré, c'est pas le bon produit, c'est poursuivre le chantier qui a côté. Et ça, c'est le ligne du bâtiment aujourd'hui. Voilà, donc, je sais pas, je peux peut-être continuer. Non, tu allais directement à la fin. Il n'y a pas de. Ah bon, j'ai fait l'image. L'idée, en fait, j'avais quelques autres exemples pour expliquer ce que l'on fait. Je travaille pour un promoteur pour faire du FNA sur la partie tableau électrique. Tableau électrique dans le logement, rien de plus standard, 250 par 600, vous prenez T2, T5, c'est toujours la même chose. Et en fait, personne aujourd'hui, c'est 3 bouts de placo, une boulette électrique avec une porte sogale devant et ça ferme pas toujours. Et voilà, c'est la réalité du tableau électrique. Et on s'est dit, si on faisait un meuble. Donc on a conçu un meuble avec un objectif économique, avec des prestations, on parlait d'utilisateurs. Quand je sors de chez moi, comme dans ma voiture, j'arrive pas, je suis en poche, j'ai peut-être besoin de recharger mon téléphone, j'ai peut-être un miroir. On a mis des fonctions d'usage, on a rencontré des gens
des clients du promoteur. Hein. On a fait une enquête, on les a rencontrés, on a dit ce que vous voulez dans votre logement, comment vous voyez la chose. Et on a conçu un produit, on a fait le proto. Et on a fait la même chose, en fait, sur Energy Strong. J'ai eu la chance de participer à la saison 1 du concours, grâce aux équipes de Netflix. Ça m'a permis de monter une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, le challenge, je ne peux pas aller tout seul, c'était de monter une équipe. Faire de pompe à chaleur, deux flux, un bureau d'études, un installateur. J'avais une dizaine de personnes. On a confronté des points de vue, ça n'a jamais été marrant parce que personne n'est jamais d'accord. Mais on a monté une équipe et aujourd'hui, on a monté une société et on répond sur un module d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend la réflexion à la base en pensant maintenance dès le début. En fait, qu'est-ce qui va durer 30 ans? Qu'est-ce qui va être fragile? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Et rien que dans le bâtiment, les têtes de vis. Les têtes de vis, vous avez du PZ, vous avez du torx, du machin, enfin je sais pas. Donc en fait, quand on fait une intervention, on est obligé d'avoir toute une batterie de têtes de vis pour pouvoir intervenir. Alors ça dure 30 secondes en théorie. Donc on a tout conçu un produit. Et on a également pensé l'utilisateur en disant, bah, tiens, quitte à faire un poste extérieur comme ils font aux Pays-Bas, on va mettre des prises en charge, on va mettre une boîte connectée, on va mettre un haut-vent rétro-éclairé, on va mettre l'interphonie, on va mettre tout un tas. On a rencontré des utilisateurs, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Et en fait, on se rend compte qu'on peut mettre plein de fonctions dans ce petit pod. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais... Bonjour à tous, Laurent Chouinot de la société Testing. Je vais essayer de sortir un petit peu de tout ce qui a déjà été dit. Nous, on est tombé dedans par hasard parce qu'on a démarré les premiers projets Energy Strong ici début d'année. On a acquis une nouvelle usine, il n'y avait rien dedans en février, et en avril, on devait commencer à livrer les premiers units. Donc, du coup, on s'est dit comment ça va faire. Les fournisseurs nous ont dit 9 mois de délai pour les machines, il faudra attendre. On s'est dit, mais non, on va démarrer. On a organisé pas mal de visites. On savait qu'on n'était pas au top. Et chaque fois, on a eu des commentaires en disant, mais comment est-ce que vous arrivez à produire, la qualité, avec peu d'équipement. Ce qui fonctionne, parce qu'il peut fonctionner, c'est la transparence. Je prends l'exemple de Franck tout à l'heure, la coopération. On vient de monter un bouton ici. On n'a pas l'expérience pour pouvoir le monter. Mais dans l'équipe, on n'arrête pas de le parler, dans l'équipe, on a des personnes très motivées qui sont présentes ici dans la salle et qui nous tirent pour justement créer cette bonne coopération. Et on parlait tout à l'heure de votre aussi. On a démarré le projet à Waterloo. De nouveau, là aussi, ça a été une transparence. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas juste dire, je vais appliquer le lean. On a engagé effectivement plein de personnes. Ces personnes n'avaient pas cette vision de l'industrialisation. On fait au dessine, on collabore, et après il faut industrialiser ça, et ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment mettre cette politique en place, pour surtout sortir de sa zone de confort et être transparent. On n'est pas performant, on n'est pas compétent, on n'est pas voilà, il faut être honnête vis-à-vis de ses partenaires, et ça crée une bonne coopération au-delà de la collaboration. Et ça permet d'avancer ensemble. Donc, si on reste avec nos habitudes culturelles, on le voit avec les marchés publics, on a eu ce souci, on va démarrer un projet, on est arrivé, on nous a annoncé le planning, on nous a tout de suite parlé des amendes de retard. J'ai dit, oui, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous. On n'a pas cette méthode-là. Donc, on s'est mis à table avec tous les acteurs, on a honnêtement ouvert, on commence à se parler réellement. Et là, on commence à construire quelque chose. Donc, si on veut y arriver, répondre à cette massification, le lean, c'est un complément, mais vraiment, les bases, c'est l'honnêteté, la sincérité et la transparence. Donc, vraiment, se mettre et dire, OK, je ne suis peut-être pas aujourd'hui en mesure de, mais comment est-ce qu'on peut faire pour créer cette collaboration, cette dynamique et vraiment, l'idée de Franck tout à l'heure, de travailler ensemble, main dans la main, en allant chercher les compétences un peu partout, dans les différentes équipes, groupements, pour dire à faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci. Merci pour ces présentations. J'avais une question du coup sur les bénéfices aujourd'hui que vous retirez en fait de la mise en place ou en fait de ce que vous essayez de faire dans vos entreprises respectives. Est-ce qu'il y a vous avez mis en place des indicateurs pour mesurer votre avancement sur le lean? Comment vous gérez le lean au fait au quotidien?
C'est surtout l'exemple par rapport aux fournisseurs. Hein. On voit les Toyota qui arrivent à avoir les produits en temps et en heure et au bon moment. Aujourd'hui, si on arrive à avoir les matériaux, c'est bien. Après, effectivement, on livre des murs complètement finis avec des menuiseries intégrées. Les menuiseries, il y a des cadres en alu, il y a 4 pièces. On arrive à modéliser l'ensemble des pièces, on arrive à commander. Sauf qu'il a fallu aussi faire comprendre aux équipes qu'on ne va pas recevoir 500 pièces d'un coup. Parce que vous recevez 500 pièces d'un coup, donc ça veut dire qu'il va falloir trier tous ces éléments-là. Il faut justement mettre ça en place pour arriver à recevoir les menuiseries en temps et en heure, ainsi que les éléments qui vont avec les dynamique avec les autres partenaires. Ça aussi, ça demande de l'énergie et de la collaboration. Et qui constituent peut-être 75 ou 80% du travail, et d'avoir ensuite des études d'adaptation. Donc, qui consiste à adapter ces solutions types au patrimoine existant en fonction de ses configurations, de son implantation, du voisinage, de l'usage, de tout ce qui est en considération. Et donc, finalement, ça amène à une nouvelle façon de considérer les prix. C'est-à-dire que la catégorisation des prix n'est plus la même. On a donc des études qui sont plus des études de conception, mais d'adaptation de ces solutions. Donc l'idée d'en aller plus vite et de simplifier, bien sûr. Mais ces études sont quand même importantes, parce que c'est là où on va retrouver notamment tout ce qui va être intégration architecturale, on va dire personnalisation des solutions standardisées, parce que même si elles sont standardisées, la base est standardisée, mais la façon dont c'est implanté, l'apparence, le service que ça apporte à l'usage, lui, est personnalisé. Donc c'est là où on a besoin d'études d'adaptation. Donc bureau d'études, architecte, c'est à ce moment-là que ça rentre en ligne de compte. La préfabrication et la livraison des solutions de catalogue, donc toiture isolante, production d'énergie renouvelable, façade isolante, et modules techniques et monitoring, donc tout ce qui est équipement technique de production d'eau chaude, de chauffage, ventilation, etc. Tout ce qui va être travaux de mise en œuvre, donc ce qu'on appelle la catégorie chantier adaptation, donc ça va être la partie levage, mise en œuvre, pose, et également tout ce qui va être travaux d'adaptation propre au bâtiment. Est-ce qu'il y a des travaux de démolition pour pouvoir poser un module de façade? Est-ce qu'il y a des travaux peut-être de renfort structurel supplémentaires à prévoir? Donc c'est dans cette ligne-là, la partie chantier adaptation, ça rentre en compte. Et enfin les travaux intérieurs, donc de réaménagement intérieur, type salle de bain, revêtement cuisine, électroménager, qu'on va également retrouver. Tout ça forme ce qu'on appelle donc, les dépenses d'investissement pour les maîtres d'ouvrage, donc ce qu'on a appelé la CAPEX. Et donc, Energiespont ne serait rien sans la petite ligne qu'il y a en dessous, en plus, et qui est extrêmement importante, la partie garantie de performance, qui donne tout son sens finalement au MGP, au marché global de performance, qui, elle, se porte sur 30 ans, et qui finalement, elle, relève de ce qu'on appelle les OPEX, les dépenses d'exploitation. Et donc, la DPGF que vous allez avoir dans le cadre dans le dossier s'articule de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on n'aura plus un raisonnement traditionnel par lot, avec un lot menuiserie, un lot cloison doublage, un lot isolation, ravalement. Ça, c'est terminé, puisque là, on est vraiment dans une logique finalement solution intégrée. Hein, donc, c'est là qu'on a besoin de toute l'approche collaborative dont on a parlé ce matin et sur laquelle on a bien insisté. Donc la DPGF va vraiment être articulée de cette manière-là, et donc c'est à vous de bien vous en saisir pour pouvoir vraiment prévoir vos solutions et faire en sorte de pouvoir remplir ce véhicule. Du coup, la démarche, cette démarche collective, c'est donc de contribuer au déploiement d'Energiespont, mais c'est également d'activer cette volonté de baisse des prix qu'on a. En fait. Sur le fondement d'Energiespont, l'idée c'est de pouvoir industrialiser pour gagner en efficacité, mais également pour opérer une baisse de prix, pour pouvoir massifier finalement ces solutions sur l'ensemble du patrimoine, le plus de patrimoine possible, en tout cas qui est compatible en France. Donc l'idée en fait de cette démarche collective de la part de ces bailleurs, c'est de se dire il va y avoir un objectif prix. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, si on met un niveau de volume qui est celui donc des 1000 logements, il faut qu'en face on puisse voir si les réponses qu'on va avoir, elles rentrent dans un certain niveau de prix qui est attendu. Alors évidemment, vous savez bien que ce sont des prix qui sont déjà bien plus élevés que ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché de la rénovation, hein, même plus élevés que le PVC. Mais il faut quand même qu'on soit dans cet objectif de prix. C'est aussi une notion qui a été évoquée tout à l'heure, on va vraiment être dans une logique de design to cost. C'est-à-dire que ces niveaux de prix-là qui sont donnés, côté CAPEX et côté OPEX, alors surtout côté CAPEX,
L'idée, c'est de se dire, c'est le niveau de prix qui est attendu par le maître d'ouvrage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à l'euro près, bien entendu. Enfin, en tout cas, c'est quand même l'objectif dans lequel il faut essayer de rentrer. Et le message des maîtres d'ouvrage, hein, il est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, ils consentent à mettre suffisamment de volume, ils consentent aussi à investir plus que ce qu'ils font traditionnellement, mais c'est une sorte de test parce qu'en échange, il y a besoin de voir comment l'offre réagit et comment l'offre arrive à se positionner par rapport à ce niveau de prix, qui est finalement ce qu'on peut définir comme un prix attendu par le marché. C'est vraiment cette logique de design to cost. Comment est-ce qu'on peut concevoir des solutions industrialisées, réplicables, E égale 0 garantie, qui rentrent dans ce niveau de prix-là. Donc c'est là où il y a toute l'intelligence à mettre, l'intelligence de conception à déployer pour pouvoir y arriver. Autre chose très importante, il y a une colonne aussi pour la partie garantie de performance, qui va en fait être des coûts qui vont être annualisés, hein, des coûts de, donc les fameux, ce fameux exploitation maintenance qu'on n'aime pas, qu'on aimerait appeler autrement, qu'on voudrait appeler garantie de performance désormais. Et donc l'idée aussi, c'est que derrière ça, il y a une réflexion coût global. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté auprès des maîtres d'ouvrage, c'est vraiment de les forcer à sortir de cette logique d'investissement seul, mais de raisonner vraiment coût global sur 30 ans. C'est-à-dire que finalement, les deux colonnes que vous voyez là sont aussi importantes l'une que l'autre. Le message implicite, c'est de se dire, vous pouvez très bien être un peu plus cher sur la colonne de gauche, mais un peu moins sur celle de droite. C'est-à-dire qu'en coût global, sur 30 ans, on soit sensiblement au même niveau. Ça, c'est typiquement le genre d'argumentation, le genre de développement que vous pouvez être amené à faire et qu'on vous encourage à essayer de proposer pour argumenter auprès des maîtres d'ouvrage. Un élément important, ce sont des prix qui sont annoncés là englobent bien tous les travaux, y compris ceux qu'on considère habituellement, dans le cadre de l'Observatoire Énergie-Front, qu'on considère habituellement hors énergie-front. C'est-à-dire que il y a par exemple un léger forfait pour tout ce qui est amiante, maintenant à hauteur de quelques milliers d'euros par logement. Maintenant évidemment on est conscient que, les maîtres d'ouvrage sont conscients que ça ne sera pas le cas du tout pour tous les logements, il y aura des logements qui seront peut-être beaucoup plus complexes, donc il y aura évidemment bien sûr, il y aura possibilité d'aller au-delà de ce forfait et d'aller au-delà de ce prix si techniquement ça se justifie, bien sûr. Pour tout ce qui est vraiment, on va dire, hors énergie, bien entendu. Et aussi, autre sujet, donc on a les travaux. Alors, parce que moi j'ai perdu je viens de penser à quelque chose que j'ai perdu, que je vais vous dire absolument, ça reviendra peut-être. Donc, global, travaux. Alors, je vais avancer, que ça reviendra certainement. Petit point sur ce qui est attendu au stade de candidature. Au stade de l'appel à la candidature, donc la APC qui se clôture pour le 22 octobre, il est attendu du coup un dossier de candidature donc, de votre entreprise ou de votre groupement d'entreprise qui contient ces éléments que vous voyez à l'écran. Alors il y a déjà dans un premier temps ce qu'on appelle une note technique, de capacité technique on va dire, du groupement ou de l'entreprise pour répondre au marché, avec évidemment présentation et organisation du groupement, mais également les capacités financières, avec chiffre d'affaires global. Alors, ça peut être quand on est sur un groupement avec mandataire solidaire, ça peut être le chiffre d'affaires du mandataire qui est pris en compte. Donc, tout ce qui est assurance, bien sûr. Il y a également les capacités techniques, c'est-à-dire les moyens en termes de ressources et de personnel qui peuvent répondre au marché énergie-front, qui sont à souligner et à mettre en valeur. Voilà, l'outillage de matériel, évidemment, tout ça c'est assez classique, je pense que vous connaissez déjà bien. Et enfin, les capacités professionnelles et économiques, donc tout ce qui est titre d'études, tout ce qui est qualité, tout ce qui est assurance et moyens de suivi de gestion de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est prise en compte de l'environnement, etc. Donc ça, c'est pour la partie note technique, donc de 10 pages maximum. Il y a aussi un cadre de référence à remplir où sont attendues 3 références par membre du groupement. Alors, les références à mettre en avant, bien sûr, ça peut être déjà des marchés énergie-front déjà réalisés ou en cours. Ça peut aussi être des opérations avec des CPE, ça peut être des rénovations zéro énergie garantie, mais dans d'autres contextes. Des opérations de rénovation industrialisée aussi, donc il n'y avait pas forcément ce niveau de performance, mais qui avait quand même une notion d'industrialisation. C'est vraiment tous ces aspects-là qui sont à mettre en avant le plus possible dans ces références pour vraiment mettre en valeur le dossier. Et enfin, l'organigramme avec tous les membres du groupement qui sont bien à
lister. Et donc l'idée de cet organigramme, c'est que les maîtres d'ouvrage ont besoin de voir qui va travailler vraiment sur le dossier. C'est-à-dire, en fait, ce point est vraiment important, et donc j'insiste un peu dessus. Leur objectif, c'est vraiment de savoir qui va être en charge du dossier derrière, quelles sont ses compétences, quel est son CV par rapport aux différentes personnes impliquées. Ça, c'est vraiment très important d'avoir en ligne de vue les personnes qui vont vraiment être impliquées après derrière, pendant la phase de dialogue compétitif et pendant la phase projet de manière générale au global. Alors du coup, pour finir, aujourd'hui, nous, donc, ce marché, on voit vraiment comme une opportunité, en fait, concrètement. C'est vraiment, il faut saluer l'effort qui est fait par les maîtres d'ouvrage aujourd'hui de se regrouper comme ça et de lancer le dossier. Pour eux, c'est de l'investissement, c'est vraiment quelque chose aussi de nouveau, donc il y a un avancement progressif, forcément. Donc c'est quelque part une sorte de test. C'est-à-dire que si ce test est concluant, ce premier volume de 1000 logements, et bien très clairement, le message est qu'il y en aura d'autres. Et qu'il y aura ainsi de suite de plus en plus de marchés, finalement un flux. Si ça fonctionne bien, il va y avoir un flux de logements à rénover au niveau zéro énergie industrialisé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, parce que finalement, l'objectif, c'est qu'on fasse tous ensemble de ce marché une réussite, et qu'on montre que l'offre est prête aujourd'hui à répondre à cette demande, et que demain on puisse enclencher cette dynamique, c'est-à-dire qu'on puisse avoir ce flux de logements à rénover dans le temps. Pour rappel, d'ici 2050, on a quand même un sacré paquet de logements rénovés en France, dans les Hauts-de-France bien sûr aussi. Donc du coup, c'est le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui le potentiel marché, on l'avait analysé dans les Hauts-de-France, il faudrait un rythme de 8000 logements par an jusqu'en 2050 pour pouvoir rénover l'ensemble du patrimoine qui doit l'être au niveau BBC. Et ça, c'est sur le parc social uniquement. Donc vous voyez, concrètement, il y a quand même un potentiel marché qui est assez fort. Si on englobe le parc privé, il faut rajouter un zéro derrière tout ça quasiment. Donc on est rien que sur le parc social sur un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros par an jusqu'en 2050. Donc il y a quand même des parts de marché à prendre. Et ces parts de marché, vraiment, il faut commencer à les prendre maintenant, parce que c'est vraiment là le coup d'envoi de ce mouvement massifié de rénovation qu'on voudrait avoir dans les Hauts-de-France. Le troisième point, c'est qu'on est vraiment, c'est un mouvement national, Énergie-Sprong bien sûr, mais dans les Hauts-de-France, il y a cette volonté vraiment d'être un peu pionnier. C'est la région des Hauts-de-France, c'est la région qui a la première accueilli les premiers projets pilotes d'Énergie-Sprong à Aisne et à Longo. Donc il y a vraiment une volonté de continuer aussi sur cette dynamique-là. Donc il y a quelque part une chance à saisir aussi par rapport à ça, et le plus important, c'est qu'il y a la possibilité de répliquer finalement ces techniques et cette façon de faire sur d'autres régions de France, parce que nous, pendant ce temps, du côté de l'équipe Énergie-Sprong, on travaille bien sûr avec les autres régions pour faire pareil. Donc il y a cette possibilité, il y a vraiment une réplicabilité forte, donc c'est quand même une chance de pouvoir s'inscrire dans cette démarche régionale qui en plus est appuyée par la région et par REF3, comme ça vous a été dit au tout début de cet atelier. Donc le quatrième point, c'est plus côté entreprise, donc il y a du volume, il y a des typologies à analyser, il y a quelque part un peu une offre, une chance, entre guillemets, une opportunité à développer vos catalogues de solutions, à développer vos solutions, à travailler sur vos produits, à former des groupements, des bons partenariats pour pouvoir répondre à ces marchés et trouver une façon de faire qui va bien et que vous pourrez demain massifier et répliquer sur tous les autres marchés à venir. Donc ça aussi, c'est une opportunité quelque part, parce qu'on a vraiment ce cadre de travail qui se crée grâce à ce groupement, grâce à ce marché. Bien sûr, l'opportunité de décloisonner les métiers, on a parlé tout à l'heure, collaboration. Donc de pouvoir aussi monter en compétence les collaborateurs. On est sur des MGP, longs dans le temps. Donc on a la possibilité de former des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est comme on a du chiffre d'affaires et des opérations qui sont confortées dans le temps, c'est plus facile de planifier des plans de montée en compétences et de formation pour ces collaborateurs. La possibilité d'avoir aussi des REX, des retours d'expérience qui sont précieux pour gagner les marchés suivants. Donc voilà, on a vraiment cette possibilité de monter tous en compétences pour pouvoir répliquer cette façon de faire sur d'autres logements derrière. Et enfin, le dernier point, on en a aussi un peu parlé tout à l'heure dans le cadre de l'atelier sur le livre, redonner un peu de sens au travail de ces collaborateurs. On est sur des projets de rénovation ambitieux. Énergie-Sprong, c'est souvent quelque chose que je dis, c'est que ça permet de décarboner. Là, on est en train de sortir les travaux de notre mesure d'impact en termes d'empreinte carbone sur ce que fait Énergie-Sprong. Donc on voit que ça va 2 fois plus vite. Sur du patrimoine comme M, chauffé au gaz, ça va 2 fois plus vite que du BBC classique. Donc aujourd'hui, alors c'est pas une comparaison, on attend des deux, enfin, il n'y a pas de volonté de s'opposer, mais aujourd'hui on a besoin aussi d'énergie-strong quand ça fait sens. C'est-à-dire que sur certaines typologies de patrimoine, il y a plus de sens à aller chercher tout de suite du zéro énergie pour aller chercher ces gisements d'économie d'énergie qu'on doit aller chercher dans le cadre de toute façon de la stratégie nationale bas carbone en France. Donc l'idée c'est d'aller les chercher
Là, le patrimoine qui vous est proposé s'y prête. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est attractif aujourd'hui pour les jeunes générations. On voit ce besoin de travailler, d'intervenir sur des projets qui ont du sens. Donc c'est aussi une chance par rapport à ça de se positionner sur cette nouvelle façon de faire et d'attirer les nouvelles générations dans les métiers du bâtiment. Voilà, pour nous, pour tout ça, pour nous, c'est aussi une opportunité. Et voilà pour nous aujourd'hui. Alors, on avait prévu un petit temps de questions-réponses. Les marchés sont en train de sortir, ce qui signifie qu'ils vont être disponibles sur les plateformes de marché sécurisés. On ne peut pas répondre là en séance à des questions techniques trop poussées. En fait, on peut réagir sur ce qu'on vient de vous présenter, en revanche, on ne pourra pas aller au-delà. Bien sûr, vous allez prendre connaissance de ces documents, vous allez former des groupements, travailler dessus. Si vous avez des questions à chaque fois, elles seront forcément beaucoup plus poussées qu'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous connecter sur les sites des marchés sécurisés en question. Il y aura à chaque fois systématiquement la possibilité de poser ces questions en ligne, pour poser directement les questions aux maîtres d'ouvrage qui sont impliqués. Donc ça, on vous encourage vraiment à le faire. Et dans le cadre des questions que vous aurez, c'est à notre sens important. Après, pour tout le reste, nous, que ce soit les structures porteuses du Club de France ou l'équipe Énergie-Spond, nous on est là pour aussi vous aider à monter vos dossiers de candidature, donc à vous mettre en relation, comme ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, à aussi vous donner des bons conseils par rapport aux documents que vous préparez. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Mais après, voilà, en cas de questions qui portent vraiment sur le contenu des marchés, il faut aller directement sur les plateformes en ligne. Et donc ces liens, donc ils sont en cours de téléchargement. C'est-à-dire que ça met un peu de temps, mais c'est en train d'arriver. Et donc dès qu'ils seront en ligne, vous recevrez une communication de la part de l'équipe avec les différents liens pour les différents marchés qu'on vous a présentés. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions déjà dans un premier temps dans la salle? C'est une candidature générale, on doit déjà identifier les lots sur lesquels on répondra. Il faut identifier les lots sur lesquels vous voulez répondre. C'est-à-dire que chaque lot est un marché séparé. C'est-à-dire que chaque lot va recevoir plusieurs candidatures. Et après, il y a possibilité, bien sûr, de candidater à plusieurs. Il y a des lots ou des marchés de quoi? Ce sont des marchés, effectivement. Autant pour moi, erreur, en fait, c'est un marché global. Il y a un volume global de 1000 logements, mais c'est bien en 8 marchés distincts. Ils ne sont pas à l'outil. Ils ne sont pas à l'outil. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. Enfin, si vous voulez, ce qui est attendu en termes de performance, en termes de façon de faire, c'est la même chose pour les 8 marchés. En revanche, ce sont bien 8 marchés. Excusez-moi, on a chacun ici des compétences qui sont complémentaires, j'imagine. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont contraires et c'est très bien. Comment on peut efficacement, s'il manquait un couteau suisse à l'un des personnes qui voulaient tenir le marché, par exemple, pour prendre un exemple concret, comment on peut se dire, voilà, nous on est mobilisés pour pouvoir répondre à vos côtés et faire part de notre proposition? Alors, c'est nous. C'est-à-dire qu'il faut se manifester auprès de Doris, d'Hélène, de Mehdi, de moi-même, en expliquant ce que vous faites, parce que nous, en fait, de notre côté, on aura peut-être d'autres sons de cloche d'entreprises qui diront, tiens, je cherche une entreprise qui fait du monitoring, je cherche quelqu'un qui fait du commissionnement, qui va pouvoir faire le suivi de la performance. Et donc c'est comme ça qu'après on peut, entre guillemets, recoller, en tout cas mettre en contact. Ce qui ne veut pas dire que ça fonctionnera systématiquement, on n'aurait pas cette prétention. Mais en tout cas, ça vous donne plus de chances. On peut utiliser aussi nos réseaux de notre côté pour vous aider à réussir ces mises en relation. Merci. Une question peut-être un petit peu technique. Est-ce qu'il y a des notions d'exclusivité pour certains participants, membres du groupement? Ou est-ce qu'il peut y avoir des mélanges, peut-être des mix dans les marchés? Alors effectivement, je n'ai pas la réponse. Je pense que ça sera précisé dans le document de consultation. Je pense qu'il n'y a pas d'exclusivité entre les différents marchés. Par contre, il y a de l'exclusivité au sein d'un même marché. Mais à vérifier. Oui, ça c'est. Moi j'étais un peu interloqué par la démarche qui est de faire un appel, démarche d'appel d'offres, parce que par les contrats performance énergétique, effectivement ça c'est un copier-coller des PPP en contrat de performance énergétique qui ont déjà existé. Un peu petite échelle, oui. Voilà, et c'est totalement différent finalement de la démarche Énergie-Spond qui était de faire un forfait énergétique pour permettre à l'industrie du bâtiment de concurrencer l'énergie fossile plutôt que de se concurrencer entre elles.
Et donc je suis un peu étonné pourquoi est-ce que finalement on a fait des contrats de performance énergétique plutôt qu'une démarche de rénovation énergétique, payer sur les économies d'énergie. Alors, en fait, c'est exactement ça. En fait, l'idée de cette garantie de performance, c'est qu'aujourd'hui, on veut adresser de la qualité du kilowattheure réel aussi. Parce qu'on a aussi ce besoin de... Aujourd'hui, on a des bâtiments qu'on rénove à un niveau de performance qui sont super bien en théorie. Et après, en pratique, on se rend compte qu'il y a des dérives dans tous les sens et que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, l'idée de la garantie, c'était ça. Et il y a aussi une volonté de consolider un modèle économique derrière. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage sont capables de dire je paye plus, mais j'ai besoin d'avoir des garanties en échange. Finalement, c'est un effort un peu donnant-donnant. Et cette notion de garantie, elle permet en fait, il y a vraiment une notion de financement sur les économies réalisées. C'est-à-dire que finalement, le surinvestissement qu'on met en phase travaux, c'est de l'argent qu'on ne veut plus mettre sur du flux d'énergie. Donc c'est ça complètement. D'ailleurs, l'idée, c'est d'être sobre et de réduire les flux d'énergie. Et donc, au lieu de payer des kilowattheures d'énergie qui créent moins d'emplois, nous, on veut payer des travaux qui créent beaucoup plus d'emplois et qui sont beaucoup plus résilients et sobres pour l'ensemble des acteurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Disons que ça répond, mais dans le mauvais sens, parce qu'effectivement, moi je travaille justement en 10 ans sur les grands CPE, sur les questions de garantie, et effectivement la question c'est est-ce que les donneurs d'ordre sont prêts à payer plus cher pour une garantie de résultat? Disons que la question du marché part vraiment là. Donc, et c'est pour ça que la question du pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de forfait énergétique, c'est-à-dire dire maintenant, au lieu d'avoir une garantie de résultat, c'est un engagement sur la facture d'énergie. Comme il y a engagement sur la facture. Voilà. Alors c'est à peu près, en fait aujourd'hui, alors je vais reprendre peut-être que c'est parce que on a présenté les charges dans le cadre de l'atelier précédent. L'idée de l'énergie-spond, c'est d'abord une rénovation au niveau passif, donc on casse complètement les besoins énergétiques existants pour les réduire au niveau le plus bas possible. Au niveau passif, c'est quand même aujourd'hui ce qui se fait plus sur le marché. Et ensuite, derrière, on apporte une production d'énergie renouvelable parce qu'on sait qu'il va y avoir forcément une consommation résiduelle. Machine à laver, frigo, téléviseur, box internet, c'est des choses qu'on ne peut pas, qui viennent à un moment donné incompressibles. Alors, on pourrait parler philosophiquement de tout ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. Et donc, il faut qu'il y ait cette production d'énergie renouvelable qui vienne apporter l'énergie nécessaire à ça. On vise du zéro énergie. Pour le grosso modo, c'est ça. Donc, et pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse adresser ça dans le temps, on demande une garantie. Ça permet justement de sécuriser le modèle économique du bailleur qui lui met beaucoup plus d'argent qu'initialement. Parce que je vous montre les montants de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors on se rend compte quand on parle avec les bailleurs, mais eux habituellement ils sont habitués à mettre 30 ou 40 000 par logement. Voilà. Donc là on est quand même sur des niveaux qui sont autres, ça va beaucoup plus loin, parce que justement on vise quelque chose de très ambitieux et radical, garanti dans le temps long, qui permet donc de maintenir ce niveau de performance dans le temps long, de mettre à l'abri durablement les locataires de la précarité énergétique, parce qu'il y a ce sujet-là, quand on voit l'inflation et sur les prix du gaz et de l'électricité qu'on a vu cet été, peut-être même que ça va aller encore plus vite que ce qu'on envisageait. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et après, par rapport aux énergies fossiles, parce que c'est ça. En fait, l'idée simplement, c'est que les bailleurs ne vont pas mettre sur 400 000 logements, les bailleurs ne vont pas mettre 30 000 euros de plus pour faire la rénovation pour avoir la même chose. Donc il faut obligatoirement que, pour que ce soit durable, c'est que ce soit en fait les 30 000 de plus viennent de la facture d'énergie. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est la question du... C'est exactement l'idée. C'est-à-dire que ce flux d'argent qu'on paye dans des factures énergétiques, qui ne nous sert à rien à part nous faire des dépenses d'argent, concrètement c'est ça, aujourd'hui l'idée c'est de le mettre dans des travaux. Et vu le patrimoine qu'on a amené à ce niveau-là jusqu'en 2050, on va faire du travail pendant sur les 30 années. Et c'est pas le bailleur qui le touche, l'énergie. Alors ça dépend. Aujourd'hui, là on est sur un modèle de logement social. Aujourd'hui, il y a, et donc ça aussi c'est à vous d'être force de proposition. Le modèle économique, et donc ça c'est aussi des messages que j'avais essayé de passer dans le cadre d'autres sujets, mais aujourd'hui c'est aussi à vous de proposer un modèle économique qui fonctionne aussi bien pour vous qu'aux maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, les premiers maîtres d'ouvrage qui sont engagés sur l'énergie-spond, ils ont fait de la revente d'énergie, c'est-à-dire que finalement, mettre de l'énergie renouvelable, donc de prévoir de l'énergie renouvelable dans le réseau électrique français, c'était une source de revenus qui leur permettait de contribuer, parce que ça ne couvrait pas tout, loin de là, mais de contribuer de couvrir une partie de ce surinvestissement. Ça ne veut pas dire que c'est le bon modèle, enfin c'est pas parce que ça a été fait les premières fois, que ça ne veut pas dire que ça est forcément encore maintenant, et peut-être même que ça deviendra faux, peut-être dans quelques années. Si les prix de l'énergie augmenteront encore, peut-être qu'il y aura plus d'intérêt à faire de l'autoconsommation, par exemple. Et ça c'est vrai en logement social, mais effectivement, peut-être que c'est parce que vous avez le marché privé en tête. Et ça sera plus en marché privé, on est vraiment sur de l'économie d'énergie et de la revente d'énergie qui
sert le propriétaire occupant typiquement. Là, c'est pas le cas parce qu'on a des locataires et un bailleur social. Mais pourquoi pas demain? En fait, nous, on n'a aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun business model qui est arrêté. C'est à vous de proposer la meilleure façon économique de procéder aussi bien pour vous que pour le maître d'ouvrage. Et justement, c'est là où il y a tout l'intérêt. En fait, aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à réfléchir un modèle gagnant-gagnant en fait, entre entreprise et maître d'ouvrage. C'est-à-dire ne plus regarder que ce qui se passe côté entreprise et que de l'autre côté, on ne regarde plus que ce qui se passe côté maître d'ouvrage. Parce que, attention, on se place bien des deux côtés. Il faut que ça se parle et que ça se regarde et que ce soit mutuellement profitable. Et donc là-dessus, il y a tout qui est inventé. Les seules choses que fixe le cahier des charges, c'est zéro énergie, garantie, industrialisée et confortable pour les occupants. Après le reste, sur les moyens techniques et le modèle économique, c'est ouvert. Voilà, j'espère que ça, mais on pourra en discuter. Oui, c'est juste, si on demande aux entreprises d'engager des moyens, vous comprenez que si vous engagez des moyens importants pour industrialiser, vous comprenez que ce n'est pas des promesses qu'il y aura des marchés, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas du coup de marché de base s'il faut que le prix soit plus élevé. Et donc il faut en même temps qu'il y ait la question de comment est-ce que pour le bailleur il ait plus ce prix en plus. Sinon il n'y aura pas de massivité. C'est pour ça qu'on travaille sur tout ce qui est industrialisation. Là ça fait, on a lancé ce club il y a un an, quasiment jour pour jour, un peu de choses près. Et donc l'idée c'était qu'on a fait plusieurs séances de travail tous ensemble, côté entreprise, pour justement se préparer à tout ça. L'idée de l'Energisponse, c'est effectivement que grâce à l'industrialisation, donc toutes les choses qu'on a évoquées ce matin dans le cadre de l'IN, on puisse opérer d'avoir le meilleur niveau de qualité et d'opérer une baisse des prix derrière. En sachant que ça ne revient pas finalement à avoir moins de chiffre d'affaires, parce que derrière, le patrimoine qui va s'ouvrir en possibilité, il est gigantesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, sur les 750 000 rénovations performantes que le ministère pense qu'on va faire, on en fait 30 000 à niveau vraiment performant. Donc on est vraiment loin du compte. Mais par contre, il y a ce volume-là à aller chercher. Si on arrive à opérer cette baisse des prix grâce à l'industrialisation, ça sera peut-être moins cher que ça, peut-être que dans 5 ans, ça sera encore moins cher que ça, et ça serait bien. Aujourd'hui, c'est ce niveau de prix-là. D'ailleurs, ce niveau de prix-là, c'est bien, il a bien été choisi parce que c'est celui qui a été choisi en Pays de Loire. Donc concrètement, la volonté des maîtres d'ouvrage en Hauts-de-France, c'est d'être à minima aussi performant que ce qui a été fait en Pays de Loire. Mais donc d'opérer cette industrialisation, de faire en sorte que la filière se développe, pour que les solutions se développent et que demain on puisse avoir une baisse de prix et donc adresser plus de patrimoine. Et en fait, on est vraiment sur un cercle vertueux avec une pompe qui amorce le prêt. Forcément, au début, il y a besoin d'amorcer, donc ils sont prêts à mettre au cours, entre guillemets, plus, pour que tout le monde puisse travailler, que les solutions se développent et que demain on puisse rénover plus vite et plus fort pour arriver à enfin tenir les objectifs qu'on doit tenir en termes de rénovation et donc de décarbonation.